C'est l'heure, je crois. Hein. Bonjour. Ah, je suis content, là, ce soir, je suis content. C'est la dernière du cycle Rencontrer l'Histoire, qui en est à sa 5e saison, je crois. Et bonjour, madame. Et pour moi, c'est particulier parce que jusque-là, j'ai joué un jeu un peu bizarre. Un coup, j'étais conférencier, un coup, j'étais conseiller historique, comme la fois dernière, mais là, je suis devenu auteur dramatique. Il y a une pièce en 3 actes, j'en reviens pas. Alors, le 3e est plus court. D'ailleurs, ça vous permettra, si jamais vous voulez aller à 20h à l'autre spectacle, de vous éclipser discrètement hein, à la fin enfin, entre le 2e et le 3e, il y aura un noir, il n'y a pas de problème. Mais vous ne comprendrez pas, en revanche, pourquoi ce théâtre qui est un théâtre de boulevard, hein, on va dire, un peu didactique, enfin tout ce qu'on déteste hein, normalement. Ça reste quand même le théâtre de la peste. Mais ça, on le sait à la fin, 3e acte, qui est plus court. Moi, je me suis fait un rôle qui est modeste. Hein, je ne suis pas historien, ce coup-là, c'est quelqu'un d'autre. Je suis archiviste. Voilà. Blouse d'archiviste. Je vais me mettre là. C'est pourquoi ? Comment ça, c'est pourquoi ? En voilà une question. Les historiens ne sont pas là pour dire le pourquoi des choses. Jamais. Ils s'intéressent au comment, à une myriade de comment. Et croyez-moi, c'est pas rien. Comment on en est arrivé là ? Oui, c'est vrai ça, comment ? Eh bien justement, c'est ce que je voudrais bien savoir. Alors je repose ma question, monsieur. Que faites-vous là ? Mon métier, monsieur, tout simplement mon métier. Je suis historien et je vais aux archives. C'est là, comment disent-ils déjà les gens de théâtre, c'est là mon endroit. Et quand on l'oublie, tout va de travers. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais départ, hein, vous et moi. Vous êtes bien archiviste ? Ah, tout à fait. Enchanté. Je suis un historien qui va aux archives. Pas sur un plateau télé, un défilé de mode ou une assemblée de copropriétaires, hein, non, mais aux archives, à l'endroit que ma profession m'assigne. Voilà, jusque-là, tout va bien. J'y vais car je mène une enquête et vous pouvez m'aider. S'il vous plaît, il faudrait consulter le registre du tribunal épiscopal de Saint-Papoul pour les années 1444-1446. Encore ? Pourquoi encore ? Vous êtes le 3e à me le demander ce mois-ci. Ah bon ? D'autres s'y intéressent ? Vous pouvez me donner leur nom ? Ah non, ça je ne peux pas vous le communiquer. Ne vaut mieux pas. Faites comme tout le monde, considérez que vous êtes le seul et l'unique. En revanche, j'ai besoin de la cote. Vous devez la connaître, puisqu'on vous le demande tout le temps. C'est la procédure. Bon, alors, d'accord. B2238. B2238. S'il vous plaît. Elle vous attend. Où ça, dans la salle de lecture ? Oui, dans la salle de lecture. Déjà ? Ah non, mais pardonnez-moi, mais tout ça est si précipité, je pensais qu'il y avait un délai, enfin le temps de me préparer. Faites comme vous voulez, hein. Elle a tout le temps devant elle. Hein. Enfin, en tout cas, elle est déjà là. La voici. La source. Elle est belle. Ça, je sais pas, je me rends plus compte, hein, mais enfin, en tout cas, elle est disponible. Offerte ? J'ai pas dit ça, calmez-vous. Disons que son accès n'est pas réservé. Comme elle est pâle et frêle. Son grain. Voilà, son odeur.
cette fine poussière déposée sur elle, contemplée par les bienfaits de la lune. Oh, tenez, là c'est... Mais oui, c'est comme si elle avait été mordue ou serrée à la gorge. Maudite chère enfant gâtée. Pardonnez-moi, je suis trop sentimental. Hein. C'est que, voyez-vous, je voudrais tellement bien faire. Et puis, il y a cette expression aussi, comment on dit déjà, dépouiller les archives. Oui. Hein. Ce mélange de mysticisme et d'érotisme, ça vous met les nerfs en plot inévitablement. Il faut que je tire ce lacet, là, pour défaire les liasses. C'est bien ça? Bon, ne rêvez pas. Vous croyez que je suis le premier à faire Ne rêvez pas. Vous êtes tous pareils. Pourquoi est-elle là, d'après vous? Pourquoi est-elle encore là? Et depuis si longtemps? Il faut bien qu'elle ait été collectée, conservée, mise à part, déplacée, triée, cataloguée, reliée, réparée. Vous imaginez qu'entre le scribe de Saint-Papoule au XVe siècle, qui l'a griffonnée, et vous, aujourd'hui, qui allez la lire, il n'y a rien ni personne? Et approchez-vous. Vous voyez ces marques, ces traces-là, ces écritures, et arrêtez de rêvasser autour de sa virginité. Voilà des siècles qu'on lui passe dessus sur votre archive. Vous n'êtes pas le premier, ni le seul. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Elle n'est qu'à vous. Bonjour, madame. Elle dit rien. Bah, il faut savoir l'apprendre. Hein. Comment ça, l'apprendre? L'apprendre avec des pincettes? L'apprendre avec des gants? Ah oui, au fait, vous avez des gants blancs? Mais où est-ce que vous avez vu qu'il fallait mettre des gants pour toucher les archives? Vous, c'est le meilleur moyen de les abîmer? Vous avez trop vu la télévision, vous, hein? Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Moi, j'ai du travail. Je vous laisse avec elle. C'est pourquoi? Vous aussi? Enfin, je veux dire, vous aussi, vous parlez. Évidemment. Vous êtes là pour ça, non? Faire parler l'archive. Vous n'avez que ça à la bouche, vous les historiens. L'énonciation, le récit, l'intrigue, la voix de l'archive. Toutes ces salades à majuscules. Alors oui, je cause, c'est tout ce que je sais faire. Mais attention, n'en abusez pas. Dès qu'on me brusque, clac, je me referme comme une huître. Finito, la voix de l'archive. Finito? Terminato, oui. Game over, si vous préférez. Prenez-y garde, mon petit monsieur. Je sais garder le silence pendant longtemps. Je sais le moyen de te rendre fou à force de me taire. On se tutoie maintenant. Ah ben c'est peut-être un peu rapide, non? Nous nous connaissons à peine, je ne sais même pas votre nom. Qui êtes-vous? Je suis celle qui est encore là parce qu'elle porte la trace de ce qui a été. Ah, vous êtes immortel. C'est tout le contraire. J'ai juste été choisie parce qu'on a cru à un moment donné que je pouvais me rendre utile. J'ai été choisie parce qu'il y a en moi quelque chose de mémorable. Oh, je comprends, mon Dieu. Vous êtes l'élu. Tout de suite, les grands mots. C'est votre problème à vous, non? Vous n'auriez pas une légère tendance à la grandiloquence, vous les historiens? Non, je ne suis pas élue. J'ai juste été triée. L'archiviste vous l'a expliqué pourtant. Mais vous êtes comme tous vos congénères, vous n'écoutez rien et vous n'en faites qu'à votre tête. J'étais là, par hasard, éparse, incertaine, une parmi tant d'autres. Je ne faisais que passer. Quelqu'un m'a attrapée au vol, puis un autre, puis encore un autre, et me voici devant vous sans avoir rien décidé. Ben vous, peut-être pas, mais moi, c'est différent. Je vous attendais, vous êtes là, je vous veux. Moi. Je vous veux parce que
Parce que j'ai besoin de vous. Il me faut écrire l'histoire et ben, vous êtes ma source. Votre source? Non mais de quel droit? Depuis quand je vous appartiens, mon cher monsieur? Ah, vous m'accusez d'être rapide, mais vous n'y allez pas par quatre chemins. Quand je lis vos ouvrages à vous, là, les historiens, pardon, les historiens et les historiennes, mais sur ce point, ça ne change rien. Je suis toujours effarée par votre sans-gêne. Mes archives, mes sources, ma bibliographie, mes témoignages, et vas-y que je fouille, que je tripatouille, que je dépouille les fonds disponibles. Non mais, dans vos rêves, nous ne sommes pas disposés à être disponibles. D'ailleurs, ça y est, vous m'avez énervé. Je suis indisposée. Bon, je retire ma source. Vous n'êtes pas ma source et je ne dispose pas de vous. Vous êtes une source. Voilà, ça vous va? C'est approprié? Je sais pas. Je réfléchis. Je me méfie maintenant. Vous pensez que la vérité coule comme l'eau claire? Qu'on va au passé comme on va au puits? Vous croyez qu'il suffit d'étancher sa soif aux sources de l'histoire pour en restituer le cours? Mais vous déraisonnez, mon jeune ami. Je ne coule pas, non, je ne coule pas. Je fuis parfois, ça, peut-être. Un mince filet de mots qui sourd, mais rien de plus. N'attendez pas que je m'épanche, mon jeune ami. Ben dis donc, elle est coriace, hein, l'archive. Non pas l'archive, des archives. Pardon? Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas l'archive, ce sont des archives. Si vous voulez qu'on s'entende tous les deux, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les mots. Et d'abord, on va tordre le cou à cette prétentieuse manie du singulier, de la majuscule, de l'infinitif. L'archive n'existe pas plus que le cheveu. Ah vraiment, mais je vois pas le rapport. Hein. Ben si, vous savez bien. Écoutez les coiffeurs. Madame a le cheveu souple. Monsieur a le cheveu roux. Mais quand on y pense, c'est absurde. Mais voilà. Parlant du cheveu au singulier, les coiffeurs se haussent du col, comme vous, les historiens, qui vous donnent de l'archive. Ceci dit, ça ne date pas d'hier. Proust, déjà, avait pointé cette mode littéraire. Mais pourquoi vous me parlez de Proust? Je vois pas ce que ça vient faire là. Je croyais que vous étiez du XVe siècle. Hein. Quel nigaud, celui-là! Je ne suis pas du XVe siècle. Je suis depuis le XVe siècle. Et il faut vous réveiller, hein? Nous sommes contemporains, vous et moi. Vous le voyez bien, nous sommes l'un et l'autre dans la même pièce. Pire que cela, nous sommes embarqués. Voilà la vérité. Embarqués dans la même galère, je le crains. Ah, je comprends. Vous ne comprenez rien du tout. Vous pensez que parce que vous avez daté quelque chose, vous avez tout compris? C'est toujours la même chose avec les historiens. Il faut tout vous apprendre. Par exemple, moi, je date de quand? Alors, d'après l'inventaire du catalogue, des années 1444-1446. Ça, c'est ce qui vous amène à moi, une sorte de oui-dire. Mais moi, de quand je suis? Quel est mon chiffre? Je sais pas. Eh bien, approchez-vous. Oh, restez pas les bras ballants. Oh, mais qu'il est empoté. Ça, par exemple. Vous avez vu quelque chose? Oui, là, pardon, hein. Il y a une date. À la bonne heure. Et que dit-elle, cette date? Mais justement, je comprends pas. Elle dit, c'est 1847. Et donc? Ça colle pas. Regardez mieux. Ah non, mais pardon, autant pour moi.
Ah non, c'est une notation de l'archiviste. Enfin, pas le nôtre, hein, son ancêtre. Enfin non, peut-être pas son ancêtre, vraiment pas. Je me comprends, je me comprends. Inventaire numéro 3585, versé aux archives ce jour, 8 janvier 1847. Non mais tout c'est clair, c'est passionnant la recherche historique. Enfin, n'exagérons pas, hein. Et sinon, vous voyez autre chose? Je cherche, mais... Oh, mon Dieu, une notation dans la marge. Ah oui, mais d'une main différente apparemment. Et là, elle date de... Ah non, mais j'ai pas la berlue. 1623. Quelle incroyable découverte! Vous n'êtes donc pas mon inventeur. D'autres avant vu m'ont lu et annoté. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas une source, vous êtes un fond. Je vois dans votre onde se mirer les durées profondes. Je vois à travers vous les sombres abîmes du temps. On n'arrive à rien. Archiviste, archiviste! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oui, c'est votre historien, là. Il vous persécute? Oh, c'est pire! Il me poétise. Ah bah forcément, c'est inévitable avec toute la philosophie de l'histoire qu'on leur a mis dans la tête. Hein, voilà le résultat. Mais je suis désolé, hein, B2238, hein, c'est à vous de suivre le protocole, hein, vous devez le déniaiser. Vous savez Oui, comment? bah, je le suis à la lettre, le protocole. Hein. Je m'applique à lui inspirer méthode et sobriété. Mais rien à faire, il s'enflamme. Bah, faut dire, vous avez vu comment vous êtes fringué aussi. C'est pas une tenue, hein. Je me montre à lui comme il m'imagine. Je prends les attraits de ce à quoi ils attendaient. N'est-ce pas, monsieur l'historien? Mais tout à fait, je vous vois, mais comme dans les livres. Quel livre? Arlette Farge, Le goût de l'archive. Bon sang, j'en étais sûre. Ça ne rate jamais. Jamais, jamais. Et qu'est-ce qu'il dit, votre livre? Bah, j'ai recopié un de mes passages préférés. Arlette Farge dit été comme hiver, elle est glacée. Les doigts s'engourdissent à la déchiffrer, tandis qu'il s'ancre de poussière froide au contact de son papier parchemin ou chiffon. Elle est peu lisible à des yeux mal exercés, même si elle est parfois habillée d'une écriture minutieuse et régulière. C'est tout moi, ça, glacé et impénétrable. Illisible. Bon, et je peux continuer? Faites donc, si Elle ça apparaît- peut vous donner un peu d'assurance, jeune Elle homme. apparaît sur la table de lecture, le plus souvent en liasse, ficelée ou sanglée, fagotée en somme, les coins dévorés par le temps ou par les rongeurs, précieuse infiniment et abîmée, elle se manipule lentement de peur qu'une anonyme amorce de détérioration ne devienne définitive. Évidemment. Fagoté, bouffé par les rats, c'est agréable. Hein. Ben oui, c'est vrai que je ne vous voyais pas comme ça. Ah oui, d'un coup, ça fait moins envie hein, quand même. Tant Tant mieux. mieux. Le charme se dissipe. On repart sur de meilleures bases. Alors, reprenons si vous le voulez bien. Hein. Je crois qu'on va refaire le début. Plus net, plus sobre, plus... on abandonne le théâtre à effet, les apparitions, les spectres, tout le tintouin. On va le jouer un peu, on va dire, théâtre de boulevard, justement. Hein. Ah oui, carrément. D'accord? Et pour cela, on va soigner les entrées et les sorties. L'archive, vous sortez. Je viendrai vous chercher. Et l'historien, vous sortez aussi, mais de l'autre côté. Voilà, pareillement. On recommence tout. On reprend tout, Acte 1, scène 1. Ah Eh non, oui. mais d'accord, parce que c'est vous l'auteur. Oui, oui, un peu. Enfin, auteur amateur, hein, évidemment. D'accord. Je débute. Donc, vous êtes historien, Ouais. vous allez aux archives, vous sonnez, ding-dong. Moi, je suis l'archiviste, je vous réponds. Bonjour, monsieur l'historien. Allez jouer le jeu un peu d'une air. Oui, d'accord. Ding dong. Bonjour, monsieur l'archiviste. Ah, quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, ben pour sûr. Alors, une journée idéale pour consulter des documents d'archives, je vous le dis. Que puis-je pour vous? Pouvez-vous me communiquer le registre du tribunal épiscopal de Saint-Papoul pour les années 1444-1445, La s'il vous cote plaît, monsieur l'archiviste? B2238, quelle bonne idée, je vous l'apporte tout de suite, monsieur l'historien, avec plaisir. Comme je le dis toujours, à ma hiérarchie, service public, service public. Très important, je suis très heureux de le dire ici, dans un théâtre public. Je vous l'amène.
peu difficile, mais je vous l'amène. L'usager, avant tout. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bah oui, quand même, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Vous vous attendez à quoi? Comment elle disait tout à l'heure, votre Arlette Farge? ficelé ou Sanglé. Oui, fagoté en somme. Ben voilà. Les archives se conservent dans des boîtes. Ah. Des boîtes rouges, un peu comme en polystyrène, comme celles qui servent à conserver la barbaque. Ben c'est ça, hein. C'est ce que je veux vous faire passer, moi. C'est le goût de l'archive. Mais j'ai du travail. Les liasses sont à l'intérieur. Je vous laisse. Ah mais... C'est quoi ce truc là? Mais comment on ouvre ce putain de... Ah mais je crois que c'est coincé là, on dirait que c'est coincé. Mais m'aidez pas surtout, hein. C'est bien mon intention. Je ne vous aide pas. Acte 2, scène 1. Il ne faudra surtout pas oublier que tout ne commence pas aux archives, mais avec le témoignage, et que quoi qu'il en soit du manque de fiabilité du témoignage, nous n'avons pas mieux que le témoignage pour nous assurer que quelque chose s'est passé, à quoi quelqu'un atteste avoir assisté en personne. Voilà. C'est ce que je me tue à leur dire. Qu'est-ce qu'elle dit, l'archive? Mais rien d'autre que ce que dit le témoin dont elle enregistre le récit. Elle dit, voilà ce qui est arrivé. Elle dit, je vais vous raconter. Mais elle dit aussi, j'y étais. Ou alors, je l'ai vu. Ou encore, je l'ai entendu. Ou peut-être même, quelqu'un de bonne foi me l'a dit. Bref, elle dit, croyez-moi. Et parfois, elle dit, si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un d'autre. Mais pour l'entendre, évidemment, il faut avoir l'oreille fine. Pour cela, il faut attendre, il faut aussi apprendre à la boucler un peu. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, les historiennes et les historiens? Bien dit. C'est de Paul Ricoeur. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Non, mais... Même. Bon, cela dit, il faut reconnaître, aujourd'hui c'est calme. Hein. Très calme. Tiens, ça ne serait pas à l'heure de l'autre, là? Bonjour. Salut, la forme? Bonjour. Oh, bah, comme un lundi. Hein. Qu'est-ce que je vous sers, comme d'habitude? Oui, s'il vous plaît. Ok, je vais la chercher. Merci. Bon, bah du coup, je vous laisse, hein. Ouais. Salut les amoureux. Vous avez fait des progrès.
Oui, je trouve aussi. C'est pas plus agréable, hein, mais au moins, ça ne me fait plus mal. Vous m'en voyez ravi. Cela dit, si on en fait des caisses sur cette histoire de dépouillement d'archives, mais pardon, niveau technicité, c'est pas non plus de la chirurgie cœur-poumon. Hein. Je vous l'accorde, évidemment. Faites quand même attention, hein. À quoi? À cette liasse. Ah oui, oui, je l'ai vu, merci. Fantôme. Fantôme. Hein. Ouais, trombone. Trombone millimétré réglementaire. Folio. Folio 65 recto. Merci. Alors, on en était où déjà? Ah oui, c'est ça. Vous savez, depuis notre première rencontre, ça fait quoi déjà? Une semaine. Oh, déjà une semaine. Bon, eh bien, depuis notre première rencontre... J'en ai rabattu sur cette histoire de grain de l'archive. Ne le prenez pas mal, hein. Ah, je vous trouve agréable au toucher. Hein? Ouais, poussiéreuse, mais agréable. Un peu rêche, peut-être, mais enfin bref. Bon, c'est pas vraiment la question. Hein? Alors, c'est quoi la question? C'est celle que je vous pose. Et si ceux qui m'ont écrite ne se posaient pas votre question? Alors on fait comme vous avez dit, alors on lance des petits regards en coin, hein, on feinte un peu, bref, on se débrouille avec ce qu'on a. Vous avez failli m'avoir avec vos manières. Hein. Mes manières? De quelle manière? Vos petites manières, vous faites des manières, ne le niez pas. Pardon, hein, je dois continuer à vous dépouiller. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est vous qui vous êtes fait des idées déplacées. Vous avez cru me mettre à nu alors que vous ne faisiez que me déshabiller. Ah ben oui, mais c'est autre chose, la nudité. Ah oui, oui. Comment vous diriez je vous dépiote. Même pas. Vous me découvrez, mais en me découvrant, vous ne m'ôtez rien. Vous ne vous sentez pas dépossédé? Ni écorché, ni abandonné, je vous rassure. Je suis dépouillée, juste dépouillée. Bon, pas parfait, alors on va la jouer dépouillée, hein, sobre et austère. C'est ainsi que je vous vois maintenant, vous savez. Je ne me méprends plus sur l'éclat de votre peau diaphane. C'est l'état sculptural de la vérité. Je ne vous fais plus aucun effet. Mais fort grand, au contraire, rien ne m'entiche comme la sévérité. Vous avez le sein rhétorique, ma chère. Serait-ce un compliment? Assurément. Asseyons-nous. Vous connaissez l'histoire de la prostituée Phryné que les Grecs accusaient d'impiété? Non. Alors, je vous la raconte. Hypéride était son avocat. Quoique sophiste, il était à court d'arguments pour défendre sa cliente. Alors, devant l'aréopage, il acheva sa plaidoirie en un grand geste théâtral par lequel il dénudait la noble courtisane. Ainsi, celle qui fut l'amante du sculpteur Praxitèle apparut face au juge comme une statue. Dans sa vérité nue, Phryné était si belle qu'elle ne pouvait être coupable. Évidemment. Je vois bien le tableau. Bien pompier, bien libidineux. Et quel rapport avec la rhétorique? Je croyais qu'un historien devait se méfier de la rhétorique comme de la peste. Parce que vous pensez que le vrai s'affaiblit en sachant se faire voir? Si je vous dépouille, mon ami, c'est pour vous rendre plus belle et plus juste. Hein? Je dévoile pudiquement la pâleur de votre gorge parce que j'y vois cet éclat de lumière qui, à lui seul, est le signe de la vérité. Verum index sui. Mais gardez votre latin pour me déchiffrer. Oui, vous avez raison, je m'égare. Bon, alors reprenons le travail où nous l'avions laissé au recto du folio 65, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors... 14 mai 1445, au palais du seigneur évêque Poer Soibert, défenseur de la vraie foi, chargé d'enquêter sur le fait de... Oui, d'accord, on en est au 3e jour d'interrogatoire, hein, c'est bien ça? Attendu que la dite Marguerite, lavandière de son état, répondant des chefs d'accusation... Oui, c'est ça. Passez les formules du scribe, là. C'est lequel aujourd'hui? Celui qui fait des dés avec une petite queue qui rebite. Ah voilà, j'en étais sûr.
qu'il est procédurier, celui-là. Elle est passée. Interrogé sur le fait que Marguerite, le jour de la Saint-Jean... Oui, nous y sommes. On y va. Vous faites la sorcière. Et vous l'inquisiteur, j'imagine. Non, vous n'imaginez pas, vous archivez. C'est ça. Et vous retranscrivez. Non, madame, j'écris. J'écris ce que je crois vrai, de ce que je comprends, de ce que vous avez conservé. Dans ce cas, nous imaginons, vous et moi. C'est ça, nous imaginons. Mais j'y pense. Qu'est-ce qu'il nous a dit, l'autre, là, le magasinier, tout à l'heure Salut les amoureux, j'ai bien entendu ça. Salut les amoureux. N'y faites pas attention. Je crois qu'il commence à être un peu jaloux. Allez, concentrez-vous, on y va, là, je vous prie. Oui, vous avez raison, on y va. Interrogé sur le fait que Marguerite, le jour de la Saint-Jean, a rencontré Philippot Meunier, venu l'aider à réparer son poulailler. Attendez. Il y avait des poulaillers au XVe siècle? C'est écrit ici. Gallinarium. Ah. La confiance règne, ça fait plaisir. Oui, mais se méfier est mon métier, ma petite dame. Ce n'est pas contre vous, je ne fais confiance à rien ni personne. On n'est jamais trop prudent. Une forgerie est si vite arrivée. Mais poursuivez, je vous prie. Interrogé sur le fait que Marguerite, le jour de la Saint-Jean, a rencontré Philippot Meunier, venu l'aider à réparer son poulailler, et que le dit Philippot s'est inquiété de la santé de Gaillardine des Esseintes, dame du Fayel, déclare lui avoir répondu qu'elle ne se sentait pas mieux que la veille, mais au contraire, toute faible et pantelante, sans force et l'esprit dérangé, ajoutant que c'était grande pitié de la voir ainsi. Interrogé sur le temps qu'il faisait alors, Marguerite lui répondit qu'il lui semblait qu'il avait plu plusieurs jours durant et que l'averse avait grandement gâté les planches de son poulailler. Gallinarium, dans le texte. Oui, non, mais merci, j'ai compris. Poursuivez. Interrogée sur l'habit que portait alors le meunier, Marguerite déclare qu'elle n'en garde pas grande souvenance. De grande souvenance. Vous pouvez pas parler français? On traduit déjà du latin, alors inutile d'adopter le style troubadour. On tourne pas dans un téléfilm, hein? Déclare qu'elle ne s'en souvient pas. Ça vous va comme ça? Parfait. Mais qu'il lui semble qu'il était, comme toujours, vêtu de larges braies. Hein? Alors, Pardon? le mot est bracae, mais si je dis pantalon, vous allez imaginer quelque chose de trop ajusté, et si je dis culotte, ça n'ira pas non plus. Bray. Donc, pardon. Bray. Oui, je garde bray, ça fait couleur locale. D'accord, bray. Et au moins, je ne vous mets pas sur une fausse piste. Vêtu de larges braies et d'un habit court de drap bleu. Oui, mais qu'est-ce qu'il en a à faire des habits de Philippot? Pourquoi il pose cette question? C'est un juge. Il est comme vous, il se méfie. Et alors? Alors il vérifie qu'elle ne le mène pas en bateau. En lui posant des questions sur le temps qu'il fait et l'accoutrement du meunier. Évidemment. Il cherche à la coincer. Il a posé la même question à Philippot. C'est le b.a.-ba de la technique inquisitoriale. Ça s'appelle des questions accessoires au fait principal. Ah. Vous avez été voir le manuscrit de procédure judiciaire que l'archiviste vous a conseillé? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Bah, vous devriez le prendre, hein. Faut sortir pour être historien. Allez voir un peu ailleurs. Je ne suis pas la seule. Oui, c'est ça, j'y penserai. Mais au fait, il a répondu quoi, votre meunier? Mais on l'a déjà vu ensemble. Oui. Oui. Je m'en souviens, il a été interrogé deux jours plus tard. Avancez un peu, folio 68 verso, quelque chose comme ça. Interrogé sur le temps qu'il faisait, a déclaré qu'il pleuvait comme vache qui pisse. Très bien. Et pour son habit? A déclaré qu'il ne se souvenait plus de la manière dont il était vêtu ce jour, mais qu'il n'avait pas d'habit bleu. Et donc? Bon, ben voilà que ça lui reprend, elle dit plus rien. C'est vous l'historien. Eh bien, je dirais qu'elle a menti, non? Parce qu'elle ne se souvient pas de la couleur de l'habit d'un gars qu'elle avait entrevu il y a si longtemps,
Je vous rappelle que ce procès a eu lieu 11 ans après les faits supposés. Alors, les pluies incessantes, ça oui, bien sûr, elle s'en souvient, c'est ce qui a fait pourrir les planches de son poulailler. Mais l'habit du meunier qu'elle a appelé pour le réparer, pardon, mais ça, elle ne s'en souvient pas, ça ne l'a pas marqué. Je ne veux pas vous vexer, mais si quelqu'un là venait dans quelques années me poser des questions sur vous, sur votre mise, votre accoutrement, ou même sur votre physique, j'aurais pas une idée très claire. Hein. Ne m'en voulez pas, mais vous ressemblez un peu à tout le monde. À part le cheveu, peut-être. Continuez, vous m'intéressez. Je ne veux pas vous vexer, mais si vous aviez regardé ce traité de procédure, comme on se tue à vous le dire, hein, vous sauriez que les inquisiteurs sont rassurés quand deux témoins se contredisent sur des détails. Cela prouve au moins qu'ils creusent vraiment dans leurs souvenirs et qu'ils ne se sont pas mis d'accord entre eux. Enfin bref, si vous étiez un peu moins là, un peu moins sur moi, là, le nez dans mes liasses, eh bien vous me liriez mieux et on perdrait moins de temps et je pourrais retourner plus vite dans ma boîte. Parce que vous trouvez que je vous lis mal. Mais non, c'est pas ça, mais vous vous posez les mauvaises questions. Bon, mais de toute façon, on s'en fiche un peu du temps qu'il fait et de la garde-robe d'un meunier du XVe siècle, non? Bah, j'en sais rien, moi. Hein. Tout dépend de ce que vous cherchez. Vous savez, ici, il y en a qui s'intéressent à la climatologie historique, Oui, d'autres à l'histoire du vêtement populaire. Je vois de tout par ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette histoire de sortilège. Vous croyez qu'elle l'a empoisonné? Que Marguerite a empoisonné la châtelaine? C'est en tout cas ce que pense le juge, oui. Oui, mais vous pensez quoi dans le fond? Je n'ai pas de fond. Ni bon, ni mauvais. Je suis une source sans fond. Mais vous devez bien vous être fait une intime conviction depuis le temps. Ça fait 5 siècles que vous vivez avec cette ténébreuse affaire. 5 siècles que vous portez cette histoire sur le dos. Elle vous est entrée dans la peau, littéralement. Vous en portez l'empreinte. Allez, lancez-vous. Lancez-vous au lieu de me demander. Que voyez-vous? Je vois que 2 femmes sont mortes. L'une était la châtelaine du lieu et l'autre une lavandière qui passait pour guérisseuse. La dame du Fayel souffrait d'un mal inconnu. Elle a fait mander Marguerite car elle a cru que ses onguents ou ses charmes ou je ne sais quelle fumigation pouvaient la désenvoûter, mais son état a empiré, elle a succombé. 11 ans plus tard, pour une raison que j'ignore encore, un inquisiteur qui passait par là décide de l'accuser d'empoisonnement. Alors il rassemble des témoignages, certains l'accusent, d'autres non. Tout cela raconte des histoires assez banales de bonnes femmes, des histoires de ragots, de vieilles recettes et de mauvaises herbes. Alors là, la machine se met en route, la grande machine, à produire du discours. Elle ronronne de plaisir, la machine. Elle gronde en ce latin d'éclair qui embobine les humbles, et ça cause, et ça se tait, et ça gronde en ce latin d'éclair. Hein, ça se tait, et ça se souvient, et ça a oublié. Le plus souvent, tout ça en même temps. Pendant ce temps-là, on interroge Marguerite. D'abord, elle ne se laisse pas faire. Vaillamment, elle résiste. Mais le juge est buté, il a son idée. Il n'est pas prêt à la lâcher. De force, il lui enfonce dans la gorge. Il veut entendre son râle quand elle finira par la sortir de sa bouche, car ça finit toujours comme ça, hein, par ce raclement sinistre. Elle avoue, se condamne, on la tue. Fin de partie. Je sais tout cela, évidemment. Je suis née de ce crime. Oui, mais lequel? Celui de la lavandière ou celui de l'inquisiteur?
Je répète, vous devez bien avoir votre petite idée. Mais comment voulez-vous que je le sache? Je viens de là, oui. De cette rencontre de papier entre la déroute d'une femme et l'acharnement de son juge. Je ne suis rien d'autre que cela. Le petit vacarme que fit cette rencontre, au moment où ce rien moins que de vie se consumait dans les mots qui le figent. Voyez qui je suis. Je veux dire, regardez qui m'a écrit. D'où viennent ces mots qui m'ancrent le corps? Qui a décoché ce trait de langage, qui a cloué sur place cette existence frêle et rageuse? On me lit et on dit. Le juge a demandé ceci, Marguerite a répondu cela, comme s'il s'agissait d'une aimable conversation. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. On traque, on supplie, on torture et on meurt. Celui qui parle, celui qui ne cesse de parler à travers moi, c'est votre inquisiteur. Rien que lui, toujours lui, et c'est assourdissant. Ce n'est pas mon inquisiteur. Un peu quand même. Il mène le jeu. Et sans lui, nous ne serions pas là, ni vous, ni moi, ni elle. Peut-être, mais ce n'est pas mon inquisiteur. Et je ne vous prends plus pour ma source, c'est entendu. J'ai compris, maintenant je fais des efforts. Alors ne me confondez pas avec votre juge. D'ailleurs, je me suis toujours méfié de lui. Il est obsessionnel, maniaque, tatillon. Ça vous arrange bien? Pardon? Qu'il soit maniaque et tatillon, comme vous dites. Ça vous arrange bien? Sans sa méthode, pas d'enquête. Et sans son enquête, pas d'histoire pour monsieur l'historien. D'ailleurs, vous vous ressemblez tous les deux. Vous et l'inquisiteur. Ah, vous trouvez? Évidemment. Mais comment osez-vous dire ça? Évidemment, vous vous ressemblez. Je vous observe depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que vous croyez? Les questions qu'il pose à cette malheureuse Marguerite. Ce sont celles qui vous brûlent les lèvres. Quand vous me lisez et que l'on plonge ensemble dans ces eaux sales de la souffrance et du pouvoir qu'on appelle l'interrogatoire, vous, l'historien, vous jubilez. C'est comme si je vous voyais penché sur son épaule à lui souffler ses répliques en ricanant, comme deux méchants gamins qui préparent un piège pour attraper des grives. Vous faites la paire tous les deux. Le flic et l'historien. Et croyez-moi, ça ne date pas d'hier. Quel métier, non mais quel métier. Voilà que je me fais insulter par mes archives. Je ne vous insulte pas. Au contraire, je dresse votre généalogie. La plupart de ceux qui vont aux archives viennent pour cela d'ailleurs. Défendre leurs droits et comprendre d'où ils viennent. Parce qu'elle vient d'où, d'après vous? Votre belle raison scolastique, votre ritournelle de questions-réponses, la valse triste des thèses, antithèses, synthèses. Sinon dans ce merdier, où l'on peine et où l'on braille, ces procès iniques, ces calculs sordides, ces haines recuites, ce grand chantier de l'Inquisition où s'inventent toutes nos procédures, tous nos tours de passe-passe, toutes nos belles formules. Croyez-moi, mon petit bonhomme, je suis là depuis le XVe siècle et j'en ai vu passer des juges et des universitaires. Tous les mêmes, tous les mêmes. D'ailleurs, j'ai eu tort tout à l'heure de vous reprocher de ne pas avoir consulté le manuel de procédure inquisitoriale. Vous n'avez pas besoin de le lire. Vous le connaissez déjà. Vous l'avez dans la peau. Eh oui. Vous êtes comme moi, au fond. Vous croyez lire les mots, mais ce sont eux qui vous lisent. Depuis le dedans. Parce qu'ils vous composent, les mots. Ils vous composent. Bon, ça va, j'en ai assez entendu. Si c'est ça, je vais faire comme l'inquisiteur. Moi, je vais vous renvoyer dans votre cellule. Archiviste! Archiviste! Monsieur m'a demandé. Bravo, très réussi cette entrée. Que se passe-t-il?
Vous vous êtes chamaillé? Il vous poétise encore? Non. Cette fois-ci, il me persécute. Non, mais ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Et c'est moi qui vous ai demandé de l'aide, je vous rappelle. Vous êtes archiviste, hein? N'oubliez pas pour qui vous travaillez. Ah, je vous arrête tout de suite. Ne m'obligez pas à choisir entre l'historien et sa source. Ça me met dans une situation impossible. Elle m'a traité De quoi? d'inquisiteur. Lequel? Bah, l'autre, là, celui du procès de Saint-Papoul en 1445. Ah, mais comment... Hugues Nigri, frère dominicain, procureur de la foi de l'Inquisition pour la province de Toulouse. Merci, B2238. Oui, parce que j'avais son nom sur le bout de la langue, mais... bon, Comme ça par fait hasard, pas- comme par hasard. Ouais. Ouais. Bon, ça va bien, hein, ça va. J'ai besoin d'archives, moi. Pas besoin de psychanalyste. C'est vous qui le dites. Ah oui, Hugues Nigri. Je le connais, celui-là. C'est l'auteur d'un intéressant manuel de procédure, le Directorium Inquisitorium. On nous le demande souvent. Vous voulez que je vous le ramène? Non, merci, pas besoin. Bon, ouais, eh bien, dans ce cas, je me replie en salle des catalogues. Hein. Vous savez où me trouver. Je retourne à mes lectures. Toujours avec Paul Ricoeur? Ah non, j'ai changé. Ah. Là, je lis la vie des hommes infâmes de Michel Foucault. Ah, c'est assez extraordinaire. Il parle de ces vies dont on sent, sous des mots lisses comme la pierre, la déroute et l'acharnement. De ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les ont abattues. Écoutez cela. Ce qui les arrache à la nuit où elles auraient pu et peut-être toujours dû rester, c'est la rencontre avec le pouvoir. Sans ce heurt, aucun mot, sans doute, ne serait plus là pour leur rappeler leur fugitif trajet. Le pouvoir qui a guetté ces vies, qui les a poursuivis, qui a porté, ne serait-ce qu'un instant, attention à leurs plaintes et à leurs petits vacarmes, et qui les a marqués d'un coup de griffe, c'est lui qui a suscité les quelques mots qui nous en restent. Mot pour mot, ce que je lui disais tout à l'heure. Oui, mais là, c'est mieux dit. Évidemment. Je ne suis qu'une pauvre source qui s'incline devant Sa Majesté, la Biblio. Bon, je vous laisse, hein, vous avez l'air très en forme. Bon, je l'aime bien, finalement. Enfin, j'ai fini par m'y habituer. Bon, on continue? D'accord. Mais on échange les rôles. Comment ça, on échange les rôles? Eh bien, à force de vous mettre dans la peau du juge et de me lire comme si vous mettiez vous-même l'interrogatoire, vous ne voyez plus rien. Ni cette malheureuse Marguerite, ni le retors Hugues Nigri, dont d'ailleurs vous avez oublié le nom. Alors, on bouge un peu, on change de place et on voit ce que ça donne. Eh ben, allons-y, c'est carnaval. Eh ben oui. Alors, j'enfile la défroque de cette pauvre femme. Et moi, l'habit austère du juge au cœur de pierre. Ah, cruel, j'en frissonne d'avance. Eh, ne vous enflammez pas, hein. Pas tout de suite. Allez, un peu de concentration, je vous prie. Ouais. Alors, reprenons. Archives départementales du Vaucluse. Intérieur jour. Registre de la Cour de justice de l'évêque de Saint-Papoul. Cote B2238, folio 65, verso. 14 mai 1445. Troisième jour d'interrogatoire de Marguerite, veuve de Jacquet, laboureur à Plaigne, lavandière de son état, se disant guérisseuse, accusée d'avoir par ses onguents et envoûtements fait passer de vie à trépas Gaillardine des Esseintes, dame de Fayel, qui l'avait appelée à son chevet pour soulager ses maux de tête. Interrogatoire mené par l'inquisiteur de la province de Toulouse, Hugues Nigri, de l'ordre des frères prêcheurs, moteur, action. Interrogé sur le temps qu'il faisait le jour de la Saint-Jean de l'an de grâce 1434, où le meunier Philippot vint réparer son poulailler. A déclaré qu'il pleuvait comme vache qui pisse. Interrogé sur l'habit que portait le dit Philippot ce jour. A déclaré qu'elle n'en avait aucun souvenir. Interrogé sur le fait qu'elle était bien certaine de n'en avoir aucun souvenir. A déclaré qu'elle n'en savait rien, mais qu'il lui semblait qu'ils étaient vêtus, comme à son habitude, de larges braies et d'un habit court de drap bleu. 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 Elle a dit que le vêtement était bleu. Philippot prétend qu'il ne porte jamais de bleu. Interrogée sur le fait que Philippot lui a demandé ce jour de quel remède elle avait usé. A déclaré avoir utilisé quelques herbes de la montagne, et pissenlit et chardon,
mais aussi fiel de grenouille et cervelle de chat. Interrogé sur le fait que sa voisine Mariette a déclaré qu'elle avait entendu dire qu'elle utilisait du potage d'oncle. A déclaré qu'elle en ignorait la recette. Interrogé sur le fait que sa commère Esclarmonde la Quenotte, veuve du forgeron Bernard Faure, dit avoir été guérie de grande abondance de flux menstruels par une certaine fougasse farcie de chenilles et trempée de vin. A déclaré qu'elle n'usait jamais de telles cochonneries. Interrogée sur le fait qu'elle utilisait dans ses remèdes quelques lézards ou chauves-souris ou ossements d'enfants. A déclaré qu'elle était guérisseuse et non sorcière et qu'elle n'était pas là pour apporter la peste au village, mais pour soulager les maux de la dame du Fayel. Interrogée sur le fait qu'on l'avait vu parler à la fontaine de Plaigne avec Françoise Dupin. A déclaré qu'elle savait très bien que Françoise était une juive convertie et qu'elle ne lui adressait jamais la parole. Bon sang, mais encore cette fontaine, elle revient tout le temps dans l'interrogatoire. Il y a l'épidémie qui rôde, il y a cette juive convertie, il y a cette accusation rampante d'avoir empoisonné les puits. Toujours la même rengaine. Je l'entends en sourdine. Elle n'est jamais très loin derrière, comme un mauvais bruissement. Ah, j'ai l'impression qu'on tient un truc là. On peut avancer un peu plus vite, les archives ferment dans 10 minutes et demain c'est relâche. C'est fermé. Alors, allez, prenons un raccourci. On laisse tomber les interroger sur le fait que et à déclarer que... C'est dangereux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on risque? D'oublier qui on est et pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cinéma, monsieur l'historien. Ce ne sont pas deux personnages qui échangent des répliques et nous qui les écoutons à travers une porte. Il n'y a qu'une seule personne qui parle, je vous le rappelle. C'est moi, la source, qui fait les questions et les réponses. 2 femmes sont mortes. Je sais tout ça, mais on va faire comme si. Je vous aurais prévenu. Parlez-moi de la dame du Fayel, Marguerite. Que voulez-vous savoir, monsieur l'inquisiteur? Vous avez vraiment cherché à la soigner du mal qui la tourmentait? Mais que pouvais-je faire d'autre? On m'a fait mander au château car je connais quelques médecines. J'ai fait de mon mieux, ça n'a pas suffi, et puis voilà tout. Et étiez-vous là quand elle a succombé? Oui, j'étais là. Quel bruit cela fait-il? Nul bruit, messire. C'était le matin. Tout était silencieux, sauf les oiseaux qui commençaient à chanter. Et avez-vous vu son âme s'envoler vers les cieux? Personne n'a jamais rien vu de tel, vous le savez très bien. Ce qu'il y a à la fin, c'est un corps qui pèse comme un vieux sac de noix, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que la mort. Et j'ai pas dit ça. Revenons à Gaillardine des Esseintes, dame du Fayel. On vous appelle pour la guérir, elle meurt. Vous étiez là quand elle meurt. Et tout ce que vous trouvez à dire devant ce tribunal, c'est, je vous cite, « Voilà tout. Nihil aliud. Voilà tout. » Vous ne l'aimez pas beaucoup. J'ai pas à l'aimer ou pas l'aimer, c'est la châtelaine, voilà tout. J'ai entendu dire qu'elle pouvait se montrer intraitable, cruelle, tyrannique même. Je vois pas de quoi vous voulez parler, elle est notre châtelaine. Vous voulez dire que toute châtellenie est inique par nature? Je sais pas, j'ai pas dit ça. Vous ne savez pas? Cela veut dire que vous doutez de votre foi et de votre obéissance? Mais qu'est-ce que vous voulez prouver à la fin? Que vous êtes plus fort que moi? La belle affaire, tout le monde le sait depuis si longtemps. Je vais mourir, j'ai compris. On ne sort pas vivant d'ici.
Mais nous sommes tous morts, et vous le premier, Hugues Nigri. Je ne sais même pas la date de votre mort. Dans 5 ans, vous ne serez plus là, emporté par une mauvaise fièvre, celle qui vous brûle chaque nuit. Lorsque chaque nuit revient ce même cauchemar, le sabbat des sorcières. C'est vous qui croyez aux sorcières, pas moi. Cette fièvre est la vôtre, Hugues Nigri. Elle vous consomme à petit feu. Je le sais, je le vois. Attendez, là, moi je comprends plus rien. Qui parle à qui, monsieur l'historien? Mais c'est moi qui parle. Et vous parlez au nom de Marguerite? Vous parlez à sa place? Mais qu'est-ce qui vous autorise à faire ça? Mais je suis un historien, j'ai lu des livres sur la sorcellerie, moi. Michelet, Favre-Saada, Mondroux, Ginsburg, des tas de livres, je sais à quoi m'en tenir. Il faudrait ne pas avoir lu de livres pour vous lire correctement Sa Majesté la Source, c'est ça? Oui et non. En tout cas, monsieur l'historien, voilà très exactement ce que je voulais éviter. Pourquoi? Parce que j'ouvre enfin ma gueule? Mais elle me bouleverse, cette histoire. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me reprochiez tout à l'heure ma connivence avec l'inquisiteur, hein, et maintenant c'est mon empathie avec sa victime qui me condamne? Non mais cette source est sans pitié. Expliquez-moi ce que je dois faire. Dites-moi où je dois aller. Mais comment le pourrais-je? Moi, je ne suis qu'une liasse de vieux papiers fatigués. Alors c'est fini. C'est à vous de voir. En tout cas, moi, je ne vous dirai plus rien. Il est tard. Rentrez chez vous. Vous m'abandonnez. Au contraire. Je vous sauve en me taisant. Continuez à lire autant que vous le voulez. Agitez-vous. Entourez-vous d'une nuée de noms propres. Mais cela ne changera rien. Vous êtes seul, irréductiblement seul. C'est à vous désormais de vous interroger. C'est à vous de faire les questions et les réponses. À vous de vous laisser traverser par toutes les répliques. Creusez. Creusez en vous-même. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous vraiment? C'est pourquoi? Mais vous ne me reconnaissez pas? Je devrais. Disons que j'ai beaucoup fréquenté cet endroit il y a quelques années. Ah, j'y ai de bons souvenirs quand même ici, ouais, malgré tout. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. Pardon, mais on voit passer tellement de monde ici, c'est un vrai tourbillon. Hein. Ouais. Cela dit, aujourd'hui, c'est calme, hein. Très calme. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Gillet, monsieur Germain Gillet, historien. Ah, je me souviens maintenant. Le gars des registres de Saint-Papoul. Exactement. Ah, la cote B2238. B2238. Ah bah oui, ça me revient. Ben, ça fait un bail, dites donc. Vous l'avez toujours pas terminé, votre bouquin? Mais si, justement, il s'appelle La source empoisonnée, Inquisition et magie noire dans le Lauragais du XVe siècle. Tenez, je vous l'ai apporté, c'est pour vous. Ah, merci. Beaucoup de temps pour l'écrire, peu de gens pour le lire. Voilà, la routine, quoi. Ben, alors, pourquoi vous revenez ici? Eh bien justement, pour vérifier quelques bricoles. Parce que vous savez ce que c'est? Du moment où le livre est imprimé, il se fait un malin plaisir de vous narguer, le livre. Hein, certaines de ces phrases vous tombent des yeux, d'autres se criblent de coquilles que vous n'avez jamais vues et qui apparaissent soudainement. Non, mais je vous assure, on est censé ne pas croire à la sorcellerie. Mais là, enfin bref, il nous arrive de nous prendre le bec, mon livre et moi. Alors les archives aussi, on se disputait parfois, mais bon, c'était différent. Alors, retour aux sources, comme on dit. Voilà, c'est ça, je viens me rincer un peu l'œil, hein, me ressourcer, quoi, disons. Ah, c'est ça, c'est ça. Toujours aussi bavard, hein, à ce que je vois. Bon, donc B2238, je vais vous la chercher. Merci. Mais je vous préviens, elle a un peu changé.
Ah non mais... Ouais, c'est pourquoi non mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? on m'a numérisé. J'ai rajeuni, en somme. Ah, ça me change des vieux paplards, des crottes de rats. Maintenant, je suis tranquille dans ma piole, bien propre, bien confinée. Non mais vous sortez jamais? Ben si, tout le temps je sors. Je parcours le monde, mais virtuellement. Je le couvre d'une fine rosée digitale, légère et douce comme l'aile d'un papillon. Ah, ça me change des rats. Hein. Et j'ai plein de nouveaux amis, des followers. Ils me suivent sur les réseaux sociaux. Tenez, par exemple, je sens qu'on me consulte à Chicago, là, ça me démange un peu. Mais c'est pas désagréable. Mais vous êtes qui? Ah bah, parce que vous non plus, vous me reconnaissez pas? Ah bah, c'est agréable. Bon, le fait est que vous m'aviez prévenu. Je ne vous demande pas comment j'étais habillé, hein, parce que c'était il y a plusieurs années. Ah bah oui, ça me revient. Quoi? Ça, là. Le cheveu, peut-être. Ah ouais, mais ça, c'est avant. Eh, vous avez été l'un des derniers à me voir en papier. Après, ça n'a plus été possible. L'archiviste, vous le connaissez, hein. Bon, il est sympa, comme ça, il est serviable, mais il kiffe sa tranquillité. Hein. Après votre visite, comme beaucoup de vos collègues voulaient aussi me consulter, bah, ça l'a saoulé, quoi. Ça le fatiguait de me communiquer sans arrêt. Alors, il m'a scanné. C'est un peu grâce à vous, tout ça. Mais hein. pourquoi donc, dites-moi? Bah, c'est votre livre, là. Là. Oh. Intéressant, mais un peu elliptique. Qu'est-ce que vous aimez emberlificoter les choses? Ça endort le lecteur, et au moment où il s'y attend le moins, bim bam boum, paf! Je te balance un bon gros jugement de valeur. Eh ouais, vous faites ça, vous. Enfin, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Mais disons que j'ai l'impression que ça donne envie à vos collègues de vous titiller, hein, d'aller vérifier par eux-mêmes. Oh, comme votre collègue lyonnais, là, ce bâtard. Il est teigneux, lui. Ouais, bah plutôt teigneux, oui. Il m'a cogné dans un compte-rendu, le bâtard. Ouais, je sais, j'ai lu. Ouais. Ah oui, Proust ne vous suffit plus. Vous lisez les comptes rendus dans les revues scientifiques maintenant? Évidemment. On me télécharge. Alors je regarde où je mets les pieds. Mais enfin, je constate avec plaisir que malgré cette cure de jouvence, vous n'avez pas perdu la bonne habitude de commencer vos phrases par évidemment. Obligé. Je coule de source. Vous y croyez vraiment à cette histoire? Laquelle? Celle que vous avez un peu montée en épingle, là, dans votre bouquin? Celle de la fontaine de Plaigne? Bon, bah oui, bien entendu, c'est pour ça que je suis là. J'ai dit que je venais faire des vérifications sur le manuscrit original parce qu'on me chicanait sur quelques lectures fautives. Mais en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est entendre à nouveau le clapotis qu'elle fait, cette eau vive. Ah oui. L'histoire de la fontaine de Plaigne. C'était 2 ans avant le procès de Marguerite. En juillet 1443, Pierre Swabert, l'évêque de Saint-Papoul, sollicite l'inquisiteur dominicain Hugues Nigri pour qu'il l'aide à venir à bout d'un culte que ses paroissiens adressent à la fontaine de Plaigne, ce culte qui n'a rien de chrétien. Ce n'est pas moi qui archive cette affaire. C'est dans un registre à Toulouse. Oui, je sais, mais c'est cette intrigue qui amène Hugues Nigri dans la région. Sans l'enquête sur la fontaine de Plaigne, il ne se serait jamais mis sur la piste de Marguerite. Il doit enquêter sur ces vieux cultes païens, seulement voilà, les paysans y tiennent à leurs histoires de fontaines fleuries, de guirlandes, de rondes et de rires d'enfants. Ils le baladent et Hugues Nigri, eh ben, il n'y comprend plus rien. Il enrage, l'inquisiteur. C'est d'ailleurs parce qu'il n'en sort pas de cette histoire qu'il se rabat sur de vieux racontards qui traînaient dans la région à propos de la mort de Gaillardine des Esseintes, dame de Fayel. Derrière son enquête que vous archivez, il y en a une autre qui a échoué. Il y a toujours quelque chose avant. Et là, on recroise l'histoire de la juive convertie. Celle que l'on accuse, bien entendu, d'empoisonner le puits à chaque épidémie. Rien n'est plus désespérément répétitif que ces préjugés et ces haines recuites. Elle est pourrie. Elle est pourrie, l'eau de la source, je vous le dis, moi. Croupissante,
et pourri. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à s'intéresser à ce genre de choses? On n'a pas assez à faire à se débattre avec nos propres démons? Vous pouvez m'expliquer pourquoi on se tue les yeux à déchiffrer une histoire qu'on connaît déjà? Évidemment non, je ne peux pas. C'est à vous de répondre à cette question. C'est toujours la même, celle qu'on vous pose systématiquement. C'est pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Non. Pourquoi vous êtes là? Mais parce que depuis le début, vous me regardez. C'est ça, l'œil était dans la tombe. Et pourquoi pas? Puisque depuis le début, la source est empoisonnée. Puisque depuis le début, elle nous tient à l'œil et nous maintient en vie. Est-ce que vous savez qu'en hébreu comme en arabe, la source et l'œil se disent du même mot, aïn ou yaïn, qui désigne à la fois la prunelle brillante en plein soleil et le mauvais œil? Vous saviez ça? Non, je ne sais pas, moi j'ai fait du latin et quelques mots d'occitan, mais c'est difficile à placer dans une conversation. Hein. Mais c'est ça justement que je cherche, c'est ça que je cherche, c'est une conversation. Une conversation, un chat? Oh. Vous savez que depuis ma numérisation, je peux faire un tas de trucs. Non, je n'en doute pas, mais je dois dire que votre doudoune, votre sorte de cuir là, rouge, ça me manque un peu. Et puis la gaucherie de nos débuts, quoi. Vous vous souvenez les premiers gestes, le moment où on s'est un peu apprivoisé. Je peux vous toucher là? Non, toucher quoi? Non mais ça va pas, il n'y a plus rien à toucher. Nous sommes séparés désormais. Vraiment, mais si je m'approche un peu, ne me dites pas qu'il n'y aurait pas à nouveau, je sais pas, un petit frisson, quelque chose d'un peu électrique. Mais c'est quoi. tristement interdit. Je m'affiche partout désormais, mais je demeure inaccessible. Hé, on respecte la distanciation numérique. Bah, allons, et l'archiviste ne nous voit pas, là. Il a le nez dans ses bouquins, ça restera entre nous. Mais pas les pattes. Eh, c'est le nouveau monde ici. Le MeToo de l'historien, vous connaissez? Vous voulez que je vous rappelle les pages que vous avez écrites sur cette malheureuse lavandière, Marguerite, victime des obsessions de l'inquisiteur? Entre nous, vous ne manquez pas d'air. Vous en avez fait des caisses dans votre bouquin sur la puissance invaincue des femmes. Ouais, mais vous trouvez. Mais qui gagne à la fin? Au moins, on se souvient de Marguerite. Parce que vous lui avez consacré un livre. Mais quelle arrogance! L'inquisiteur la tue, l'historien la fait renaître, et il faudrait vous dire merci. Vous ne sauverez rien du passé, jamais. Non pas que l'histoire soit un puits sans fond, c'est l'inverse. Mais l'histoire n'attend pas de justicier. Tout ce petit monde existe à peine, mais rien n'a totalement disparu. Et vous, Madame l'évaporée, n'êtes-vous pas au bord de disparaître? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous ne vous êtes jamais intéressé à moi. Oh, comment pouvez-vous dire ça après toutes ces heures passées ensemble? Mais enfin, monsieur l'historien, quand est-ce que vous vous déciderez à grandir un peu? Il faut tout vous apprendre. Pourquoi va-t-on à la source? Pour s'y abreuver. Et si l'on n'a pas soif? Pour entendre des histoires. Et si on est fatigué d'entendre des histoires? Alors, on écoute le bruit de l'eau. Elle clapote. Elle frémit. Elle clapote. Et qu'en fait-on maintenant? Toujours pareil. On se demande pourquoi on est là. On est là parce que ça fuit un peu. Ça ne s'épanche pas, ça fuit. Un mince filet de mots qui sourd, rien de plus. Vous me l'avez appris, vous vous souvenez? Oui. On est là parce que ces mots
font de fines gouttelettes où s'irise la lumière, Oui, comme des loupes. comme des loupes, oui. Et que voit-on? Des visages. Quelques-uns, Ils nous regardent. oui, Pourquoi écrit-on sur eux? je ne sais pas. Pour les sauver? Regardez mieux. On écrit pour se faire aimer. Oui. Alors, pourquoi aller à la source? Mais pour se voir, pour voir enfin son propre visage. Alors, approchez-vous. L'auteur? Merci. Oui.